Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale, l'idée en évolution, où ce ne sera que moi-même qui commentera ce qui se doit être commenté là, ces temps-ci. Aujourd'hui, je devrais dire, c'est principalement en lien avec la tentative d'assassinat de Donald Trump. C'est partout, là, c'est inévitable en ce moment. Et j'ai pensé simplement analyser la chose de différents points de vue, étant donné, là, vraiment, je crois que c'est un des événements marquants des dernières années, en tout cas cette année, en tout cas pour 2024. Donc, plongeons. Allons-y. Je veux dire, la première chose qui me passe à l'esprit, c'est que la photo de Trump avec le poing levé est absolument incroyable. On aurait dit que c'est un film hollywoodien. Là. Ça aurait été difficile à scripter. De façon plus dramatique, si je peux dire. Et ça vient peut-être de lui donner la victoire. C'est l'ironie de la chose, c'est que le tireur, à mon avis, voulait exactement l'inverse, de toute évidence. Il voulait éliminer Trump de la course. Et là, au contraire, je crois qu'il lui a donné la victoire. On verra comment les choses évolueront. Mais ça pourrait facilement être le tournant, là, je ne suis pas le premier à le dire, qui pencherait favorablement, mais très lourdement favorablement, en faveur de Trump. Il y a quelques photos là, qui étaient sorties. Je pense que c'est le même journaliste de Associated Press qui a pris les quelques photos qui font le tour des médias sociaux en ce moment là, et qui sont sur toutes les pages couverture, les premières pages de différents médias de Trump qui s'est relevé là, après avoir été atteint avec un peu de sang sur le visage, ensanglanté et avec le poing levé en encourageant sa base à continuer à fight, comme on dit, à combattre. Peu importe ce que ça veut dire. Là. On peut penser à Reagan, là, quand il y avait une tentative d'assassinat vers Reagan, qui avait mené par la suite à un raz-de-marée républicain en 84 de mémoire. Je crois que l'attentat était un peu avant, 81 ou 82. Ça sera vérifié, là, mais on assisterait peut-être à une situation similaire. Ceci dit, j'en doute, les États-Unis ne sont pas la même Amérique patriotique et sûre d'elle-même des années 80. Là. Reagan, en pleine guerre froide, faut se rappeler, là, avait quand même surfé sur l'idée là, que ça peut paraître similaire à Trump là, dans le sens où Make America Great Again, mais je me rappelle que Reagan voulait ramener, si on veut, une certaine confiance américaine. Donc oui, il y a peut-être des parallèles, mais j'ai l'impression que c'est pas le même pays là, quand même, là, 40 ans plus tard. Il y a des différences majeures. Là. Le patriotisme américain a été amoché ces dernières années, ou depuis le 11 septembre, là, les différentes guerres qui ont suivi. Il y a un épuisement, je crois. Là. Quoi qu'on pourrait dire qu'il y avait un épuisement similaire dans les années 80, suivant la guerre du Vietnam. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faudra voir. Là, mais il y a clairement un précédent. Un président, ou du moins un candidat présidentiel, la différence étant que Reagan était déjà président. Quand il a été la cible d'une tentative d'assassinat. Donc cette fois-ci, c'est un candidat, un ex-président, là, bien sûr. Est-ce que ça va jouer? Peut-être que non. Mais je crois que le statut de martyr de Trump est maintenant consacré. Là. Le statut de martyr de Trump est consacré dans le sens où, surtout aux yeux d'un électorat qui lui est peut-être proche, mais un électorat qui est, qui lui était peut-être pas proche, mais pas non plus... opposés naturellement, des gens qui auraient peut-être voté Trump ou voté républicain lors des présidentielles qui viennent, mais qui se seraient abstenus, maintenant vont peut-être voter pour lui. C'est un peu comme si ce qui est une joute électorale est devenu une espèce de joute existentielle et j'ai l'impression que le taux de participation va monter assez rapidement et en faveur de Trump. On prévoit un phénomène similaire à gauche en réponse justement à ce phénomène qui pourrait prendre place à droite au sein de l'électorat. Donc peut-être que l'un va annuler l'autre, là, c'est pas impossible. Mais pour l'instant, je crois qu'une hausse du taux de participation de l'électorat américain lors des présidentielles qui viennent devrait largement favoriser Trump. De son statut de martyr, là, du point de vue, là, si on veut, comme j'ai dit, de l'électorat sociologiquement compatible avec le discours trumpien, Trump a été un martyr persécuté par un système médiatico-juridique là, des élites côtières depuis quelques années, depuis 2016 en fait. Là. Et la tentative d'assassinat est une espèce de, pour eux, à leurs yeux du moins, un cran supplémentaire, un niveau supplémentaire qui n'avait pas été atteint encore, mais que plusieurs pressentaient. C'était peut-être une espèce de théorie du complot à l'œuvre dans l'esprit de certaines personnes, mais pour ceux qui ont suivi la politique américaine, surtout le discours
entourant la politique, les discours là, qui prenaient place à droite, là, principalement sur les réseaux sociaux, mais même dans les médias traditionnels. Plusieurs analystes, j'ai pas de nom en tête, là, mais ça se trouverait, et plusieurs gens à droite, bon, fanatiques de Trump, il faut le dire, prédisaient, ou du moins anticipaient, pressentaient une tentative d'assassinat envers Trump. Tucker Carlson, l'ancien animateur de Fox News, qui est maintenant à son compte, là, il est extrêmement populaire, l'avait pressenti il y a à peine quelques mois là, de mémoire. Il avait prédit qu'il y aurait une tentative d'assassinat envers Trump. Après, quelles étaient ses inspirations, ses sources, les informations auxquelles il avait accès et qui l'avaient mené à conclure une telle chose, peut-être qu'il fabulait à l'époque. N'empêche que ce qu'il avait dit à l'époque, là, Tucker Carlson, s'est réalisé. Après, comme je dis, plusieurs gens avaient pressenti la chose, mais on avait pressenti la chose principalement parce que la tension montait, la tension sociopolitique aux États-Unis, peut-être dans le monde aussi, j'en parlerai plus tard, là, mais montait rapidement. C'était pas graduel, là. On voyait que au début c'était graduel, mais là ça devient exponentiel. Espèce de power curve, comme on dit en anglais, dans le sens où les choses ne montent pas linéairement, mais bien de façon exponentielle. Donc, ce statut de martyr persécuté par un système médiatico-juridique de Trump, non seulement se confirme, il lui donne des allures d'homme béni, si je peux dire, là, c'est exagéré, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup à droite aux États-Unis qui le voient comme tel. Encore une fois, là, principalement en se basant sur ce qu'on peut lire sur les médias sociaux, mais et ailleurs. C'est le genre de phrase qui revient souvent. On lit une espèce de bénédiction divine et Trump. Et là, ça confirme le tout, l'espèce de phénix se relevant de ses propres cendres. Donc, si l'histoire se tient, si on a une situation à la Reagan dans les années 80, ça serait pas impossible que Trump l'emporte largement, mais peut-être pas un raz-de-marée comme Reagan en 84, de mémoire. Tout simplement parce que je crois que les États-Unis ont trop changé démographiquement pour une victoire telle d'un parti républicain qui peut encore gagner une majorité, mais pas la majorité de Reagan. Reagan avait à peu près tout pris, là. Je crois que tous les États étaient rouges à l'époque, ou presque. Là. On verra pas la même chose, là, mais je crois que maintenant les stratèges républicains s'attendent à la victoire. Si les choses ne changent pas trop d'ici là, on est encore loin des élections comme telles, mais on s'en rapproche rapidement. Je serais pas surpris aussi qu'à gauche, au sein du Parti démocrate, on profite de l'occasion pour finalement réussir à pousser Joe Biden à quitter, à démissionner, en gros, de la course pour mettre quelqu'un d'autre, et donc potentiellement Kamala Harris, ou même probablement Kamala Harris. Mais on pourrait profiter de l'occasion pour reprendre, si je peux dire, contrôle du narratif, reprendre le contrôle du cycle médiatique qui risque d'être entièrement axé sur Trump, sinon. Faudra pas que le Parti démocrate se trompe. Ceci dit, Kamala Harris n'est pas une grande personnalité, encore moins une grande politicienne, encore moins une grande oratrice. Je sais pas à quel point Kamala Harris serait plus efficace à contrer Trump que Joe Biden. Ça reste à voir. Parce que s'il fallait que Biden saute et qu'on mette une Kamala Harris à sa place et que celle-ci s'écroule, du moins s'enfarge de façon dramatique, ce serait la fin. Il y aurait plus de troisième option, il serait trop tard. Donc ça reste à voir, mais je serais pas surpris que les démocrates saisissent l'occasion pour inverser le discours, pour reprendre le contrôle du narratif. Donc, on verra. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois que ce qui traverse l'esprit de tout le monde, c'est l'espèce de scénario guerre civile. Espèce de base trumpienne qui pourrait s'échauffer, se croire sous attaque par le soi-disant Deep State, l'espèce de les intérêts bien ancrés de l'État profond américain qui serait toujours disons dans un mécanisme là, de minorisation, si on peut dire, là, de l'interland américain, là, les déplorables, les deplorables que Hillary Clinton avait
mentionné en 2016 ou 2015, c'était clairement pas flatteur. Là, c'est sûr que ici, là, les deplorables, ben, ça peut pas être flatteur. Là, clairement, c'est une insulte. Mais cette base trumpienne qui s'identifie très largement à Trump, qui voit Trump comme étant leur espèce de bouclier ou comme étant la reproduction d'eux-mêmes au sein des élites, justement, là, le seul qui pourrait peut-être potentiellement ne pas les mépriser, de un, et de deux, les reconnaître comme ils se conçoivent eux-mêmes, ce qui veut dire la colonne vertébrale des États-Unis, l'espèce de sang bleu américain, si je peux dire. Mais ces gens-là ne vivent pas dans les grandes villes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un peu ce que les Américains appellent le flyover country. Ce qui veut dire que tu prends l'avion à New York, tu décolles et tu atterris à Los Angeles, et tout ce que tu as survolé en chemin, mais c'est le flyover country, littéralement le pays par-dessus lequel on vole. On peut appeler ça l'interland ou l'arrière-pays, appelez ça comme vous voulez. Même le Rust Belt, là, si on veut parler de la région des Grands Lacs désindustrialisée, là, qui va de New York jusqu'à... pas New York, mais de Détroit jusqu'à Cleveland, notamment. Donc, ces gens-là qui ont été les grands perdants de la mondialisation, cette espèce de classe ouvrière d'antan qui avait fait fortune, je peux dire, du moins qui avait su améliorer leur qualité de vie, leur prospect, si on peut dire, dans les années 40, 50, 60, 70, grâce à l'industrialisation qui datait d'avant. Là, on s'entend, en réalité, tu as peut-être un siècle et demi de croissance économique importante dans ces régions-là, mais qui, depuis les années 70-80, depuis la délocalisation, en ont souffert et qui sont passés de la gauche à la droite. Il faut se rappeler que ces gens-là votaient relativement beaucoup à gauche, parce que c'était des ouvriers, là, c'était une espèce de vote sociologique, socio-économique logique. Mais ces classes déclassées ont voté très largement à droite depuis. Et maintenant, dernièrement, sont devenus très identitaires, si je peux dire. Et bien sûr, c'est l'espèce de catégorie sociologique trumpienne par excellence. Et ils se sentent, quand Trump est attaqué par, comme je dis, cet acharnement médiatico-juridique, et maintenant, littéralement, avec quelqu'un qui essaie d'assassiner Trump, là, après cette tentative d'assassinat, c'est un cran supérieur, un niveau supérieur, ces gens se sentent ciblés. Et donc, ça serait pas impossible qu'il y ait un échauffement qui couvait depuis quelques années, là, qui avait éclaté à Charlottesville en 2017. Déjà, il y avait eu des manifestations qu'on avait associées à l'extrême droite, qui était un peu ça, là, soyons francs. C'était peut-être exagéré, mais c'était pas complètement faux. Et bien sûr, le 6 janvier 2021, là, qui était une autre expression, si on veut, de la marmite qui chauffait trop et qui renversait le couvercle. Et donc, on assisterait peut-être à une autre période similaire de tension vive, mais émanant, si on peut dire, d'une espèce de catégorie sociologique trumpienne qui pourrait affronter dans l'espace public, là, dans la rue et dans les médias sociaux, là, clairement, disons les plus extrêmes à gauche. Ceux qui, certains appelaient déjà à renverser Trump en 2016, on se rappellera là, de Rachel Meadows, je crois, MSNBC, là, qui, la soirée même de l'élection de Trump en 2016, la victoire de Trump, avait appelé à la résistance, comme si le pays était envahi et contrôlé par une force étrangère. Et l'espèce de ce que je qualifie d'hystérie collective que les médias ont entretenu, les médias américains surtout, là, les CNN, New York Times, Washington Post et compagnie, envers Trump, même Fox News n'était pas extrêmement chaud à l'idée de voir Trump arriver au pouvoir pendant un certain temps. Ils se sont finalement rangés, si je peux dire, du côté de Trump, là, entre guillemets, là, dans le sens où ils se sont rendus compte que leur audience était le même électorat que celui de Trump, ou à peu près. Pas tout à fait, mais à peu près. Mais ça veut dire que la tension montait au fil de ces années et que ces gens-là, la catégorie sociologique trumpienne, du moins que je nomme une catégorie sociologique trumpienne, se sentaient de plus en plus visés, ciblés, attaqués, méprisés. Et donc, la tentative d'assassinat pourrait être la goutte qui fait déborder le vase et ces gens pourraient littéralement descendre dans la rue. J'en doute, mais je suis certain qu'il va y avoir des rixes, des confrontations quelconques là, dans la rue, là, comme j'ai dit, c'est une façon de parler dans la rue, là, mais dans l'espace public, entre différents groupuscules de gauche et de droite là, qui vont avoir pris la tentative d'assassinat de Trump d'hier comme étant un appel à agir. Et là, on pourra avoir
ce qui commencerait par des rixes, mais qui pourrait se finir par des confrontations, des affrontements plus larges avec des groupes plus organisés et on élargirait la base des personnes impliquées. Ce serait plus seulement des groupuscules ultra motivés idéologiquement très à droite ou très à gauche. Là, on commencerait à aller chercher des gens qui sont moins politisés, qui le sont quand même, mais jamais au point où ils participeraient à des manifestations quelconques ou encore moins des actes violents. Mais ces gens pourraient se faire aspirer là, par l'espèce de spirale de la violence, là, comme on dit. Par frustration. La théorie du complot aussi, là, comme j'ai dit, là, qui est perçue là, par la catégorie sociologique trumpienne comme étant la cible du système, entre guillemets, pourrait aussi prendre le dessus. Ça pourrait influencer beaucoup de personnes. Ça en influence déjà beaucoup, mais je crois que ça pourrait en inciter plusieurs à passer à l'action. À l'action étant... Je ne pourrais pas définir exactement ce que ça voudrait dire ici, là, mais je crois qu'on pourrait s'attendre à soit des manifestations dans les rues, potentiellement quelque chose de violent aussi, qu'on passe de l'émeute à la confrontation armée. Il s'agirait que dans les prochaines semaines, prochains mois là, peut-être, il y aurait un deuxième événement d'une certaine violence qui ciblerait, pas nécessairement les candidats, mais qui ciblerait là, globalement, symboliquement, l'un camp ou l'autre. L'un des deux camps, si je pourrais dire, là, la gauche et la droite, ce qui servirait de justification supplémentaire à envenimer les choses, à enflammer les choses encore plus, ce serait jeter de l'huile sur le feu. Donc, je veux pas dire que les États-Unis sont sur le bord de la guerre civile, mais quand je disais que plusieurs présentaient juste avant la tentative d'assassinat de Trump, là, notamment Tucker Carlson, lui-même parlait de guerre civile dans différents discours qu'il a fait au cours des dernières années, on y est. Dans le sens que ceux qui ont pressenti certaines choses, il y en a plusieurs, la tentative d'assassinat de Trump pressentait aussi parallèlement une autre guerre civile, une deuxième guerre civile. Il y a un film qui vient de sortir là, cet été sur la guerre civile. Je crois que c'est pas un hasard, je dis pas que les deux choses sont liées. J'ai juste que l'environnement, le zeitgeist, comme on pourrait dire, le discours ambiant, la conscience collective semble porter à ça. Aux États-Unis, principalement, parce qu'on parle des États-Unis là, de toute évidence en ce moment. Mais pas que. Et ça, c'est mon troisième point, c'est que je crois que la tentative d'assassinat envers Trump confirme une fois de plus ce qui semble être une trajectoire une logique de montée des tensions partout en Occident. Je pense là à certains événements, les Gilets jaunes en France, les attaques physiques envers certains candidats du Rassemblement national en France lors des dernières législatives, la violence verbale discursive là, lors des élections législatives européennes en France en particulier, mais ailleurs. Mais on parle surtout de la France ici, là, les émeutes de l'été 2020 aux États-Unis, surtout les actions des différents groupes Antifa, là, soi-disant Antifa. Ce qui suivait l'affaire George Floyd, là, pour ceux qui s'en rappellent, mais il y a eu plusieurs villes américaines, presque toutes les villes américaines avaient subi des dommages importants. J'ai envie de dire qu'il y a une demi-douzaine de morts qui avaient été le résultat de ces émeutes, en grande partie là, menées et organisées par des groupes liés à ce qu'on appelle les groupes Antifa. On peut se rappeler aussi là, de la violence verbale et imaginée, si je peux dire symbolique, si je pourrais dire. Des différents appels, comme je vais appeler ça des appels violents, là, mais des appels à à prendre tous les moyens nécessaires pour mettre fin à la menace dictatoriale de Trump. On peut penser dernièrement, Biden lui-même disait que vous avez à choisir entre un président et un dictateur. Le dictateur étant bien sûr Donald Trump. Quand on définit l'adversaire comme étant un dictateur, c'est plus un adversaire, c'est un ennemi à mourir. Je ne dis pas ici là, que Biden a sanctionné d'une façon ou d'une autre, pas sanctionné, mais aurait approuvé ou aurait souhaité là, la tentative d'assassinat, là, pas du tout, au contraire. Ceci dit, les mots utilisés sont de plus en plus acerbes et mènent à des conclusions de plus en plus fermées, qui ne laissent plus de place à l'interprétation et qui transforment l'adversaire en ennemi juré, en ennemi existentiel. On ne risque plus simplement de perdre une élection, que ce soit en France, aux États-Unis ou même au Canada. C'est plus une simple défaite démocratique, dans le sens où un parti ou un candidat qui perd une élection démocratique traditionnellement,
ne perd pas, et je veux dire, son existence même n'est pas menacée. Au contraire, tous les partis gagnent dans une élection. Bon, certains gagnent plus que d'autres, mais le simple fait que la démocratie est entérinée, perpétuée, respectée lors d'une élection fait que tous les partis, tous les participants, incluant les citoyens, les différents partis, les différents candidats, sont gagnants au final. Mais là, on commence à croire que non, ou on commence à ressentir que non. Je crois que le ressenti ici est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qui sont peu verbalisées. Les gens, on a discuté à mettre des mots sur les mots, MOTS sur des mots MAUX, ce qui fait qu'ils agissent de façon un peu irrationnelle des fois. Là. Notamment, je connais pas le tireur, là, on connaît pas son background, on sait pas exactement quelles sont ses motivations idéologiques. Là, on présume ici qu'il était, entre guillemets, de gauche, ultra-progressiste peut-être, et motivé par cette espèce de peur du dictateur Trump, là, mais on présume entièrement, donc on n'en a aucune idée, là, on va pas aller plus loin là. Mais on peut présumer que le tireur était incapable de, comme j'ai dit, verbaliser normalement et rationnellement ce qui l'inquiétait et au final, il est passé à l'acte. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont agir de façon irrationnelle et potentiellement violente parce qu'ils sont incapables de mettre des mots sur les mots. Comme j'ai dit, la MOTS sur leur mot MAUX. Et donc ça va sortir, là, je fais une espèce de psychanalyse de salon ici, mais va comment dire, émerger sous différentes formes et elles ne seront pas toutes positives. Donc, il y avait cette violence là, verbale et imagée. Là, je pense à Katie Griffin, une actrice américaine, si je me rappelle bien. En 2016-2017, suite à l'élection de Trump, à la victoire de Trump, qui fait les manchettes pour avoir pris des photos d'elle-même avec une tête sectionnée de Donald Trump ensanglantée, une tête un peu comme s'il avait décapité. Là. C'était pas anodin. Quand même, on peut passer au Canada, au camionneur d'Ottawa, là, qui n'était pas d'une violence extrême, mais ça a été vécu comme tel. Bon, le Canada est le Canada, là, on est toujours moins violent, on est toujours plus paisible, toujours plus mitigé dans notre façon d'agir, pour le mieux, là, probablement. Mais c'était peut-être le paroxysme, une espèce, ou pas le paroxysme, mais plutôt une période initiale, une espèce d'introduction à une montée des tensions politiques là, dans les démocraties occidentales qui semblent souffrir là, de plus en plus, finalement. La tentative d'assassinat envers Donald Trump là, confirme tout ça, à mon avis. Une fois de plus, là, dans le sens que il y a clairement un phénomène en ce moment là, qui fait que on pourrait commencer à craindre là, pour l'avenir des démocraties occidentales qui ne sont plus le modèle à suivre là, mondialement. On voit que plusieurs pays commencent à remettre en doute l'espèce de supériorité libérale démocrate de l'Occident. Faudra voir, mais je pense qu'on est clairement là, dans cette trajectoire. Et dernier point, finalement, la géopolitique, l'économie et la finance. Vous vous rappellerez que lorsque Emmanuel Macron a déclenché à la surprise de tous les élections législatives en France, les marchés ont tout de suite réagi à ce qu'ils percevaient comme étant une instabilité politique et sociale significative en France, en poussant les taux d'intérêt sur les obligations françaises à des taux très élevés. Ce qui veut dire que le refinancement de la dette française allait leur coûter beaucoup plus cher, finalement. Ça allait coûter beaucoup plus cher à la France pour emprunter sur les marchés internationaux. Et bien sûr, les taux d'obligation les taux d'intérêt sur les obligations, en général, peuvent être interprétés comme une mesure du risque géopolitique lié à un pays, notamment, là, pas que. Faudra voir ce qui va se passer avec les États-Unis cette semaine, on va voir comment les marchés vont réagir demain, mais il faut mentionner que les États-Unis étaient peut-être le dernier pays au monde qui semblait continuer dans sa trajectoire de croissance économique alors que le restant du monde semble sombrer tranquillement, graduellement, dans un ralentissement, voire une récession. Un ralentissement économique ou voire une récession. Du moins, les choses ne tournent pas très rond, particulièrement en Europe. Donc, les États-Unis représentaient cette espèce de locomotive là, qui était capable de maintenir les choses. Si les marchés financiers qui en ce moment sont en montée absolument vertigineuse, devaient réagir négativement et que ça devait réellement impacter les marchés à la baisse, particulièrement les marchés boursiers, les actions des différentes entreprises. Il pourrait y avoir un effet psychologique, une espèce de Black Swan, une espèce d'événement que personne n'attendait.
J'en doute, ceci dit, j'en doute. Je crois qu'il va y avoir, oui, une réaction initiale des marchés, mais comme la plupart des événements géopolitiques, depuis la fin de la guerre froide, les marchés réagissent négativement au début, puis après quelques jours, ils se rendent compte que ça a peu d'effet, peu d'impact, et tout remonte, si je peux dire, là. Tout rentre dans l'ordre. Mais c'est pas impossible que si les tensions sociopolitiques aux États-Unis s'aggravent et deviennent quasi permanentes, ou du moins à long terme, jusqu'aux élections, que les choses ne se règlent pas suivant l'élection présidentielle américaine, une fois qu'un des candidats aura remporté l'élection présidentielle et que la Chambre des représentants et le Sénat aura été élu, qu'on aura un nouveau gouvernement, en gros. Si les tensions ne s'abaissent pas, si on ne revient pas au calme, c'est pas impossible que les marchés, finalement, les marchés financiers commencent à percevoir les États-Unis comme étant beaucoup plus risqués. Faut mentionner, j'ai lu dernièrement là, que je crois 70% des capitaux mondiaux se retrouvent, des capitaux ou de tous les capitaux investis à la bourse dans les différents marchés boursiers se retrouvent aux États-Unis, ce qui est énorme, absolument énorme. Ce qui veut dire que si soudainement les différents investisseurs mondiaux commençaient à craindre de la stabilité politique américaine et qui commençaient à déplacer leurs capitaux dans d'autres marchés boursiers, notamment l'Europe, l'Asie, j'y pense, on pense à ceux-ci en premier. Là, on prévoit le début de ce qu'on appelle un bear market qui pourrait durer un certain temps. Espérons que non. Mais je crois qu'on est dans le... C'est possible. Je crois que c'était très improbable à peine peu de temps, et là, soudainement, c'est quand même beaucoup plus probable. Je dirais pas que c'est probable, c'est simplement les chances montent, le risque augmente rapidement et à tous les niveaux en même temps. Là. Et comme j'ai dit, vu que les États-Unis sont le dernier, si on peut dire, ou la dernière économie là, qui performe encore, là, on pourrait confirmer finalement un ralentissement économique mondial et peut-être le début d'une période récessionnaire mondiale, ce qui serait clairement pas quelque chose de positif. Et finalement, là, il y a la géopolitique comme telle. Les Américains, à mon avis, à partir de maintenant jusqu'à la présidentielle et après, là, ne vont que penser à eux-mêmes. Je dis pas de ça de façon négative, là, c'est normal. Ils traversent une période difficile de polarisation extrême, là, ça a été dit à plusieurs endroits. Et donc, ce qui se passe en Ukraine, en Israël, leur espèce de confrontation avec la Chine aussi risque de passer au second plan. Les Américains risquent de se concentrer sur ce qu'il se passe chez eux, ce qui est compréhensible, mais ça pourrait laisser la place à certains acteurs géopolitiques qui voudraient en profiter. Je crois que c'est pas du tout impossible, au contraire. Donc, il faudra voir comment les choses vont se développer en Ukraine. Est-ce que les Américains vont continuer à dépenser, je sais pas combien de dizaines ou centaines de milliards en support à Zelensky à l'Ukraine, ou si l'Ukraine va sentir que les États-Unis se sont désintéressés un peu du conflit, que l'Europe ne peut pas fournir au point de vue armement et financier, et donc ce qui pourrait pousser l'Ukraine à considérer une entente quelconque avec la Russie. On pourrait espérer que la Russie n'en profitera pas pour intensifier ses attaques, intensifier son opération, si la Russie en a encore les moyens. Là, ça reste une autre discussion, mais les deux alternatives sont en ce moment, à mon avis, possibles. C'est sûr qu'ils y pensent, parce qu'aucun des deux candidats, Trump ou Biden, à partir de maintenant, va commencer va tenter d'entamer un discours sur les relations internationales américaines qui serait, disons, favorable à toujours plus d'interventionnisme américain, au moment même où les Américains sont extrêmement inquiets de ce qui se passe chez eux. Il faut rappeler que les Américains, l'Américain moyen, n'est pas un interventionniste. Hein. La politique internationale et les relations internationales américaines et la politique d'affaires étrangères américaine est largement le résultat d'intellectuels à Washington et New York qui pensent la politique étrangère américaine et qui l'actent, qui la concrétisent et qui conçoivent les États-Unis comme cette espèce de puissance mondiale qui doit jouer le rôle de policier de la planète. Là, je résume les choses très, très brièvement ici, mais c'est plus ou moins quand même là,
la division là, historique entre les Américains qui sont des isolationnistes de nature, je parle des Américains, là, l'Américain moyen, là, et une certaine élite qui conçoit les États-Unis comme un grand empire mondial. Les deux ont peut-être raison, simultanément, là, ce qui crée clairement des frictions. Mais il n'y a aucun candidat en ce moment qui va vouloir parler d'affaires internationales au moment où les États-Unis eux-mêmes se sentent fragilisés à l'interne. Donc, ça va être... je crois que les États-Unis vont se retirer légèrement, ou du moins discursivement, de tous les grands enjeux planétaires en ce moment pour se concentrer sur eux-mêmes jusqu'aux élections au moins. Et après, il va peut-être y avoir un retour, là, mais d'ici là, par contre, les choses pourraient changer dans certains théâtres d'opération, si je peux dire. Donc, ça sera à voir, et voilà, ça conclut mon analyse. J'espère que ça sera pertinent, j'espère que ça en informera certains. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Commentez surtout, ça serait intéressant de voir ce que vous en pensez, comment vous analysez la chose. Donc n'hésitez pas à commenter, en particulier pour ceux qui vont regarder la chose sur YouTube. Et sur ce, merci encore une fois et bonne journée.